L'homme a asservi la terre et tout ce qui vit à sa surface. Le bétail nous fournit en lait, en viande et en cuir. Il y a 2 millions d'années, nos ancêtres de la steppe africaine adoptent la station debout et découvrent une source d'énergie pour l'organisme, la viande. De nos jours, pour la plupart des citadins, le contact avec le bétail se limite au verre de lait et au steak dans la poêle. Chaque année en Allemagne, 800 millions d'animaux sont envoyés à l'abattoir. Souvent après nous avoir approvisionnés en lait et en œufs pendant plusieurs années. Les adeptes du véganisme, les véganes, ne consomment ni viande, ni lait, ni œufs. Ils ont fait le choix de renoncer à tout produit d'origine animale. Mais ce mode de vie est-il plus sain pour autant? Aux États-Unis, le véganisme est un véritable tsunami. C'est aussi un secteur d'activité qui génère des milliards de dollars. En Californie, des sociétés de biotechnologie se sont rapidement lancées dans la production de substituts de lait et de viande. L'alimentation végane est-elle réellement plus saine, plus éthique et plus écolo que la consommation massive de produits d'origine animale? Le marché d'Aligre se tient 6 jours par semaine dans le 12e arrondissement de Paris. Toutes les spécialités culinaires françaises y sont représentées. Ce marché est un temple de l'art de vivre à la française et de notre culture culinaire appréciée et admirée dans le monde entier. L'américaine Debra Brown-Pivin adore la cuisine française. Installée à Paris depuis près de 40 ans, elle a conservé l'esprit pionnier américain et ouvert un restaurant gastronomique vegan dans la capitale. Pour ouvrir un restaurant vegan à Paris, il faut une maîtrise parfaite de la cuisine végane et de la cuisine française. La cuisine française est appréciée pour son esprit, pour ses techniques, ses produits de première qualité. Il y a toute une histoire de saveurs, de textures et de sensations. J'aime l'idée du véganisme. Et pouvoir associer cela à mon amour pour Paris, c'était l'idéal. Pour éviter de travailler des produits d'origine animale, Debra Brown-Pivin remplace les produits laitiers par des substituts végétaux. Mais ceux-ci se prêtent-ils aussi bien à la cuisine que le lait de vache? L'élaboration d'une crème brûlée ne nous pose aucun problème. Pareil pour les macarons et la pâte à choux de nos éclairs. Nos clients les adorent. C'est avec les fromages que nous avons des difficultés. Là, nous sommes encore novices. Cela va prendre un peu plus de temps et un peu plus d'expérimentation pour obtenir une telle variété. Les Français ont 486 sortes de fromages et ça leur a pris un millénaire pour en arriver là. Nous, les véganes, on a donc un peu de marge. La cuisine végane est extrêmement variée. Remplacer les produits d'origine animale par des alternatives végétales nécessite beaucoup d'inventivité. Pour reconstituer le goût d'une escalope de porc, le secret réside dans le choix des épices et dans les techniques qui permettent d'imiter la texture et la consistance de la viande. Car le goût passe aussi par le plaisir visuel. C'est ferme. Très bon. C'est de la pâte à pizza qu'on malaxe dans de l'eau pour en extraire l'amidon. Et ça donne une masse qu'on peut rôtir. Et ça a le goût de la viande de porc. Même au dessert, les cuisiniers véganes maîtrisent leur sujet. C'est surprenant, mais délicieux. Du chocolat blanc vegan. Quand le savoir-faire culinaire est au rendez-vous,
la cuisine végane est aussi savoureuse que la cuisine conventionnelle. Mais comme manger ne se limite pas au simple fait de se nourrir, nous nous sommes intéressés aux coulisses du mouvement vegan. Le lupin bleu est une plante très particulière. Du fait de sa richesse en protéines, elle était utilisée autrefois pour l'alimentation porcine. Mais son goût particulièrement amer est peu apprécié, même par les cochons. À Freising, près de Munich, l'Institut Fraunhofer pour les techniques de fabrication a développé un protocole de traitement qui permet de rendre le lupin bleu consommable par l'homme. Des flocons, formés à partir de graines de lupin, subissent une transformation en plusieurs étapes, destinées à en extraire les protéines. Et pour cela, les chercheurs utilisent un procédé ancien et bien connu, la décaféination. Pour extraire les protéines du lupin, on commence par procéder à un déshuilage, comme avec les graines de soja. Mais dans le cas du soja, le déshuilage se fait à l'aide de produits solvants. Or, nous voulions un procédé plus écologique. Nous avons eu l'idée d'utiliser du CO2 supercritique, un fluide traditionnellement employé pour la décaféination, c'est-à-dire pour extraire la caféine des grains de café. Nous utilisons la même méthode avec le lupin pour en extraire l'huile et les substances aromatiques et améliorer sa valeur sensorielle. Ce procédé permet de réduire considérablement la teneur en substances amères du lupin, sans modifier génétiquement la plante. On obtient ainsi une protéine végétale qui pourra être transformée en lait de lupin. La floculation des protéines est parfaite. Pour produire un lait artificiel, il faut une protéine, mais aussi d'autres ingrédients comme de l'huile et du sucre. Ajouter de l'eau permet d'obtenir un liquide blanc qui a des propriétés proches de celles du lait. En principe, le lait de lupin est un produit concurrent du lait de vache. Mais avec l'effondrement des prix du lait, l'intérêt des producteurs pour les solutions alternatives ne cesse de grandir. De plus en plus d'agriculteurs reviennent à la culture du lupin parce qu'il est rentable. Dans le nord-est de l'Allemagne, le lupin intervient dans la rotation des cultures. Il régénère les sols sableux et appauvris en les enrichissant en azote qu'il puise dans l'air ambiant. Grâce à cette chimie, Sebastian Greve a besoin de moins d'engrais et bénéficie de meilleures récoltes. Ici, l'an prochain, nous planterons du seigle et nous tablons sur un rendement supérieur de 150 € à l'hectare par rapport aux terrains sur lesquels nous n'avons pas planté de lupin cette année. Pour Sebastian Greve et son client Mark Zillmann, c'est une opération gagnant-gagnant. Le lupin bleu est une plante qui pousse très bien en Allemagne et qui nous fournit une protéine produite localement. C'est aussi une plante qui a un excellent rendement pour la production de lait végétal. Pour fabriquer un substitut de lait, il faut de l'eau, mais aussi de la matière grasse lactique, des protéines de lait et du lactose. Et tous ces éléments, il faut les recréer artificiellement. Les graines de lupin se conservent bien et offrent une excellente productivité. Là, il y en a environ 30 tonnes. Et ces 30 tonnes permettent de produire quoi? 30 tonnes, ça nous donne à peu près 150 000 litres de lait. C'est assez performant. Le lait de lupin est produit à quelques kilomètres à peine des champs où la plante est cultivée. Il sert de base à des yaourts, des glaces et des boissons chocolatées. Le lait de lupin est utilisable comme un lait de vache tout à fait normal. Je peux en faire du riz au lait, je peux en faire du flan, je peux le mélanger à des céréales ou le conserver au réfrigérateur pour le boire tel quel. Il n'y a aucune restriction dans l'utilisation. Et le goût est préservé. D'habitude, l'alimentation végétale se fait au détriment du plaisir gustatif. Mais là, ce n'est pas du tout le cas. La gamme des produits à base de lupin reste tout de même réduite.
mais les avantages écologiques de cette plante locale sont particulièrement évidents, comparés notamment à un autre fournisseur de protéines, le soja. L'Union européenne importe 35 millions de tonnes de soja par an, principalement d'Amérique du Sud. La plus grande partie sert à nourrir le bétail. La monoculture du soja entraîne la destruction d'importantes surfaces de forêts tropicales qui sont perdues en tant que puits de carbone. La majeure partie du soja est génétiquement modifiée et malgré cela, sa culture nécessite toujours plus de pesticides. Le soja entre dans la composition de nombreux produits alimentaires, comme les pâtisseries, les produits laitiers ou les barres de céréales. La transformation des graines de soja en produits protéiques nécessite une phase de déshuilage, réalisée avec de l'hexane, un produit chimique toxique, polluant et légèrement inflammable. Le procédé n'a donc rien d'écologique. Berlin est une ville pionnière à bien des égards. La mégapole allemande est en passe de devenir la capitale européenne du véganisme. Jan Bredak, ancien dirigeant dans le secteur automobile, est aujourd'hui à la tête d'une chaîne de supermarchés véganes. Avec son entreprise, il veut prouver qu'il est possible de gagner de l'argent tout en construisant un monde meilleur. J'ai moi-même bu énormément de lait pendant 35 ans, parce qu'on me répétait que c'était bon pour la santé. Ma grand-mère disait « mange des yaourts et tu deviendras costaud ». La consommation de lait est un rituel, un comportement conditionné. En ce qui me concerne, l'image de la vache qui broute dans son pré et qui nous donne du lait a cessé de me faire rêver au moment où j'ai compris que le lait de vache que nous consommons est en fait du lait maternel et que les vaches sont inséminées artificiellement, qu'on leur retire leurs veaux pour les emmener à l'abattoir et qu'au bout de quelques années, les vaches partent elles aussi à l'abattoir. Et là, on se dit « Ah, si j'avais su ça plus tôt ». Et on commence à réfléchir. C'est ce qui se passe actuellement chez beaucoup de gens. Jan Bredak veut réconcilier le commerce et l'éthique. Et cela fonctionne parfaitement, comme en témoigne le succès du thé matcha. 12 grammes, et quand on atteint 120 grammes, on peut en tirer 10 verres de thé. Et ça reste homogène. Santé. Super. Oui. C'est pas trop épais. Au départ, le véganisme est un marché de niche. C'était un mouvement contestataire qui se démarquait de la société par l'alimentation. Les racines du véganisme sont là. Pendant 30 ans, ça a été « Je suis différent, vous êtes nuls, je suis mieux que vous car je me nourris différemment ». Il y avait une revendication élitiste. Nous avons rendu l'univers vegan et l'alimentation végétale accessible à tous. Nous avons fait tomber les barrières des préjugés. Le résultat est surprenant. Un grand nombre de nos clients ne sont ni véganes ni végétariens. Ils sont simplement curieux et veulent tester nos produits. Pour nous, en termes de volume, ça change tout. Chaque année, nous multiplions notre chiffre d'affaires par 3. Pendant que Jan Bredak suit la courbe ascendante de son chiffre d'affaires, les chercheurs de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionniste à Leipzig s'interrogent sur les fondements du comportement alimentaire humain. Pourquoi consommons-nous de la viande et des produits d'origine animale? Pour répondre à cette question, l'anthropologue Jean-Jacques Hublin remonte aux origines de l'homme, à l'époque où le singe se transforme peu à peu en humain. Notre cerveau est quasiment 5 fois plus grand que celui qu'un mammifère de notre taille devrait avoir. Et il est très gourmand en énergie. Le cerveau consomme environ 20% de notre métabolisme de base, c'est-à-dire de l'énergie que nous produisons au repos, alors qu'il ne représente que 2% de notre masse corporelle. C'est énorme. Nos ancêtres étaient des singes végétariens qui vivaient dans les arbres. Il y a 2 millions d'années, Homo erectus commence à chasser de petits animaux et le volume de son cerveau augmente.
Il taille dans la pierre des outils rudimentaires avec lesquels il découpe la chair de ses proies. Mais la croissance du cerveau des hominidés fera un bond spectaculaire grâce à la domestication du feu et à l'invention de la cuisine. C'était il y a 500 000 ans. La cuisson des aliments joue un rôle très important. Elle permet une meilleure assimilation des aliments riches en énergie, et en particulier de la viande. Et à ce moment-là, il y a un demi-million d'années, on constate une accélération spectaculaire de la taille du cerveau chez les hominidés, sans que la dimension du corps ne se modifie. Le ratio corps-cerveau change une nouvelle fois. L'analyse des isotopes présents dans les os permet aux scientifiques de déterminer ce que les hominidés mangeaient il y a 500 000 ans. Et il apparaît que depuis l'âge de la pierre, notre métabolisme n'a pas beaucoup évolué. Aujourd'hui encore, nous stockons des réserves de graisse pour les périodes difficiles. Mais comme nous ne chassons plus et que nous passons beaucoup de temps assis, notre organisme tombe malade. La richesse de notre alimentation, associée à l'inactivité physique, cause de nombreuses maladies de civilisation, telles que le cancer et le diabète. Nos sociétés modernes sont face à de nouveaux défis. Nous devons modifier notre régime alimentaire et repenser la manière dont nous alimentons notre corps et notre cerveau en énergie. Compte tenu de notre mode de vie actuel, il faut revoir nos apports énergétiques à la baisse. Notre façon de vivre n'est pas compatible avec notre héritage évolutionnaire. L'augmentation de l'obésité et des maladies de civilisation est due en partie à nos habitudes alimentaires. Le salon Veggie World à Paris est une vitrine du mode de vie vegan. Mais le véganisme est-il vraiment sain? Zwantje Tomalac, organisatrice de l'événement, a son idée sur la question. Le slogan « 100 pour la santé » signifie qu'il faut renoncer à certains produits pour être en meilleure santé. Dans le mouvement vegan, et particulièrement en France, beaucoup d'associations sont en train de faire un gros travail de sensibilisation. Et c'est vraiment nécessaire, car à l'heure actuelle, beaucoup de gens ne comprennent pas ce que le terme véganisme signifie. Pour eux, ça se résume à l'idée que si on ne mange plus de viande, on ne peut plus rien manger du tout. Les exposants de Veggie World cherchent à convaincre le public du contraire. La variété des plats proposés est extraordinaire. Mais cette offre pléthorique ne renseigne pas sur les qualités gustatives et sanitaires de l'alimentation végane. L'utilisation d'exhausteurs de goût, de sucre et de graisse est comparable à celle de la cuisine conventionnelle. Et pourtant, le public français se montre intéressé. En Allemagne, le marché vegan est beaucoup plus développé qu'en France. C'est dû au fait qu'en France, il faut encore beaucoup de travail d'information. Ces derniers mois, les médias ont révélé plusieurs scandales concernant des abattoirs, dont des abattoirs bio, dans lesquels des animaux font l'objet de maltraitances graves. Mais jusqu'à récemment, les images de ce genre ne parvenaient pas au grand public. Les véganes, et notamment l'association L214, soulignent la nécessité d'une véritable éthique animale et en appellent à renoncer aux produits d'origine animale. Les vidéos de maltraitance animale tournées en caméra cachée peuvent choquer, mais elles ont leur utilité. Ces images ont été partiellement diffusées dans les grands journaux télévisés, provoquant chez beaucoup de gens une sorte de déclic. Les turpitudes de l'industrie du lait et de la viande incitent les consommateurs à adopter des comportements plus responsables. Produits de beauté, chaussures, t-shirts, tous ces produits sans le moindre composant d'origine animale.
En France comme ailleurs, la demande de produits éthiques et écolos est bien présente. Mais renoncer purement et simplement aux produits d'origine animale est plus compliqué qu'il n'y paraît. Régulièrement, des affaires de bébés véganes décédés de malnutrition ébranlent l'opinion publique, au point de remettre en question le bien fondé d'une alimentation 100% végane. Pourquoi ces enfants sont-ils morts? À Karlsruhe, les scientifiques de l'Institut Max Rubner tentent de répondre à cette question. Le professeur Bernhard Watzel est directeur du département de physiologie et de biochimie de la nutrition. L'organisme d'un nourrisson ou d'un enfant en bas âge est en pleine croissance. Et il est essentiel que cet organisme bénéficie d'une alimentation qui contienne tous les nutriments dont il a besoin. Ces besoins sont beaucoup plus importants chez les enfants que chez les adultes. La vitamine B12 est un très bon exemple. La vitamine B12 est présente dans la viande, le poisson, les œufs et le lait. Une carence en B12 peut entraîner une faiblesse physique, des états dépressifs et des dommages irréversibles dans le système nerveux. C'est pourquoi de nombreux substituts laitiers sont artificiellement enrichis en vitamine B12. L'analyse chimique révèle que ces substituts passent par toute une série d'étapes de transformation industrielle. Il résulte d'un mélange artificiel d'ingrédients dont le but est d'imiter un produit naturel, et ce n'est pas forcément plus sain. Il n'existe aucune étude scientifique qui démontre qu'il est sain de renoncer au lait. Par ailleurs, ce n'est pas un aliment particulier qui va déterminer si une alimentation est saine ou pas. Ce qui est déterminant, c'est la variété. J'ai besoin du végétal et j'ai besoin de l'animal. Je peux me nourrir sainement en renonçant aux aliments d'origine animale, mais dans ce cas, je serai tributaire de compléments alimentaires. Je serai obligé de consommer ces compléments pour me permettre d'avoir une alimentation exclusivement végétale. Car la nature n'a pas prévu ce cas de figure. La nature nous a programmés pour une alimentation variée. Actuellement, il est vrai que nous consommons trop d'aliments carnés. Mais il est important d'en consommer une certaine quantité si nous voulons nous nourrir sainement sans utiliser de compléments. Pour rester en bonne santé, les véganes peuvent utiliser des dentifrices enrichis en vitamine B12 ou croquer des comprimés de vitamines. Beaucoup préfèrent cela à la consommation de produits laitiers. Les produits alternatifs qui remplacent partiellement les apports nutritionnels du lait ont généralement une composition relativement pauvre. Leur concentration en nutriments essentiels est moindre et en plus, ils ont subi un certain nombre de transformations. Pour la santé, ils présentent donc un désavantage par rapport à la valeur nutritionnelle du lait. Pour y voir plus clair, notre équipe a pris rendez-vous avec Daniela Krehel, membre d'une association bavaroise de consommateurs. Le soja a été le premier substitut du lait. Mais aujourd'hui, beaucoup de végétaux servent de base au lait artificiel. Quelle est la composition de ces laits de synthèse? L'idée, c'est d'imiter le lait en ajoutant des substances aromatiques, mais aussi d'autres éléments que nous apporte le lait, comme le calcium ou la vitamine B12. Parce qu'une alimentation exclusivement végane ne contient pas ces éléments en quantité suffisante. Sinon, il y a du sucre pour donner un peu de goût. Ça correspond environ à 1 carré de sucre pour 100 millilitres. La composition de ces produits vise à remplacer les nutriments contenus dans le lait de vache. Le prix de ces consommations chimiques reste élevé. Le fromage vegan, lui, pose encore de grands problèmes en termes de goût. Les véganes ont du mal à trouver du fromage. La base du fromage végétal, c'est une huile végétale qu'on a transformée pour lui donner l'apparence et le goût du fromage. Et pour ça, on utilise généralement des additifs. Et quels sont ces additifs? Il faut tout d'abord un épaississant pour transformer l'huile en une masse homogène et des colorants pour donner à cette masse la couleur jaune du fromage. Et ce qui est plus important encore, ce sont les arômes. Ils sont incontournables, car l'huile végétale n'a pas le goût du fromage. Or, c'est ce goût qu'on cherche à imiter. Mais le fromage vegan n'est pas du fromage. Et les substituts laitiers ne sont pas des produits de la sécrétion mammaire.
En Europe, les laits alternatifs n'ont pas droit à la dénomination lait. Alexander Anton, lobbyiste de l'Association laitière européenne, y veille tout particulièrement. Le plaisir, le goût et la santé, ce sont les trois qualités du lait. En termes de physiologie nutritionnelle, le lait est un aliment unique. C'est un produit traditionnel que nous utilisons depuis près de 10 000 ans, un produit naturel de base qui, par exemple en France, sert à la fabrication de 1200 variétés de fromages différentes. Lait de soja, d'avoine ou d'amande, derrière les polémiques d'appellation se cachent d'importants intérêts économiques. Seul le lait de coco a droit à la dénomination lait pour des raisons de tradition. À vrai dire, il n'y a pas de polémique. Les choses sont claires. La protection de la dénomination pour le lait et les produits laitiers protège le consommateur. En tant que consommateur, j'ai besoin de savoir que le lait, le beurre ou les fromages que j'achète sont effectivement des produits laitiers. Pour Jan Bredak, la législation actuelle ne va pas dans le sens des intérêts du consommateur. Nous n'avons pas le droit d'écrire sur nos produits qu'ils sont sans cholestérol, bien qu'ils le soient. Parce que cela induirait un désavantage concurrentiel pour les produits à base de lait et de viande, qui, eux, contiennent du cholestérol. Le deuxième point qui me paraît très important, surtout ici en Allemagne, c'est le désavantage fiscal qui frappe les produits végétaux. Pour un substitut de lait, la TVA est de 19%. Pour du lait de vache ou de chèvre, elle est de 7%. Ça en dit long sur le pouvoir des lobbies laitiers. Les problèmes touchant à la consommation sont traités à Bruxelles. Et les différends se règlent devant les tribunaux, car le marché se chiffre en milliards. Pour les producteurs laitiers européens durement touchés par la crise, le lait doit conserver son image de produit de qualité. Les dénominations trompeuses de produits qui veulent s'approprier la bonne image du lait, ce n'est pas nouveau. Il y a l'exemple de Napoléon III, certes, mais cela date de bien avant. Napoléon III trouvait que le beurre était trop cher pour ses soldats, et il a fait créer la margarine. Depuis, la margarine moins chère que le beurre est entrée dans les mœurs, et l'histoire semble se répéter. Le moulin de Rügenwald, en Basse-Saxe, est le symbole d'une des plus anciennes entreprises de la filière viande et charcuterie allemande. Une entreprise en pleine révolution depuis que Godot Robben, directeur du marketing et du développement, a fait le pari d'intégrer à la production des saucisses végétariennes et véganes. Nous produisons des saucisses depuis 182 ans. Quand j'ai proposé d'élargir notre gamme à des produits végétaux, il y a eu un moment d'hésitation. On m'a demandé pourquoi. Mais quand on regarde les chiffres, l'intérêt est évident. Pas à cause des 7 millions de végétariens, ni à cause du million de véganes, mais à cause des 40 millions de flexitariens. C'est-à-dire des gens qui ont décidé de consommer moins de viande à l'avenir. Et si nous ne voulons pas les laisser partir vers les fromages et le poisson, nous devons leur proposer des produits en adéquation avec notre époque. Chaque semaine, la société Rügenwalder Mühle transforme 450 tonnes de viande de porc et de volaille. Mais elle a enrichi son offre de 11 variétés de saucisses sans viande, dont 2 sont des produits véganes. Le développement de la première saucisse végétarienne a duré 3 ans. Les réticences étaient nombreuses, notamment au sein de l'entreprise elle-même, mais le succès a donné raison à Godot Robben. Ces dernières années, nous avions une croissance annuelle relativement faible, de l'ordre de 1 à 2%. Avec les produits végétariens, nous avons retrouvé une croissance à 2 chiffres. Le chiffre d'affaires de ces produits est de 50 millions d'euros, soit 20% de notre chiffre d'affaires total. Ça a vraiment bien pris en Allemagne, et c'est loin d'être fini. La société élabore actuellement une offre de produits 100% véganes. Le véganisme est désormais rentable. Jan Bredak, fondateur de la société berlinoise Vegans, veut conquérir le marché européen et il vise notamment la France. Nous sommes en pourparlers avec la grande distribution. Et ce n'est pas un excès d'optimisme. Il y a un réel intérêt pour ces produits, surtout de la part de leur filiale en Espagne pour le moment. Mais la France devrait suivre. Je crois très fort en la France. À Berlin, le mode de vie vegan que Jan Bredak espère commercialiser en France est en passe d'entrer dans les mœurs. Lait de lupin ou de soja, fromages végétaux, substituts de viande, l'offre et le chiffre d'affaires ne cessent de croître. La tendance suscite de plus en plus d'intérêt.
Le véganisme est tendance, c'est vrai. Mais c'est une tendance de fond. On en a pour 30 ans minimum. Quand on analyse les raisons qui poussent les gens à modifier leur comportement et leurs pratiques alimentaires, c'est évidemment pour des raisons de santé et de bien-être, mais aussi pour des motivations environnementales. Notre consommation laisse des traces. De plus, la population mondiale ne cesse d'augmenter et les ressources ne suffisent plus. Le détour par l'animal ne permet plus de nourrir tout le monde. Quand il y aura 10 milliards d'humains sur Terre, et nous y serons dans 30 ou 40 ans, la planète sera trop petite pour nous. Il faudra consommer les végétaux directement, parce que le rendement est supérieur. Pour 1 kilo de viande de bœuf, il faut 16 kilos de fourrage et 20 000 litres d'eau. Et nous ne les avons plus. Des arguments qui font mouche. Pourtant, quand on y regarde de plus près, les produits végétariens ou véganes ne sont pas irréprochables. L'association de consommateurs allemande Stiftung Warentest a analysé de nombreux substituts et découvert que les modes de production industrielle avaient là aussi un impact négatif. Certains produits sont très bons, à tel point que de nombreux consommateurs seraient incapables de faire la différence entre de la vraie viande et les substituts végétaux, comme ces escalopes par exemple. Leurs saucisses sont intéressantes. Une fois grillées, elles ont un aspect et une odeur très crédibles, parce qu'elles contiennent des épices à saucisses comme la marjolaine ou le cumin. Mais quand on les croque, l'illusion s'arrête. Parce qu'en bouche, elles sont molles. Elles n'ont pas du tout la même consistance que les saucisses à griller classiques. Mais les tests ont aussi révélé autre chose. La découverte la plus grave a été celle de substances nocives. Nous avons attribué une mauvaise note à 6 produits pour cette raison. Des saucisses végétales pour la plupart, mais aussi l'escalope végane de la société Rügenwalder Mühle. La teneur en dérivés d'huile minérale dépassait de très loin tout ce que nous avions mesuré jusque-là. La production industrielle de produits alimentaires utilise des dérivés d'huile minérale, principalement de la paraffine. C'est un plat pré-cuisiné destiné à être préparé rapidement à la poêle. Il consiste en une pâte entourée d'une panade. Nous avons constaté que la pâte était très bonne. La consistance rappelle vraiment celle de la viande de volaille. Mais pourquoi l'industrie alimentaire utilise-t-elle des produits contenant des huiles minérales ? Ces huiles servent par exemple de lubrifiant lors de la production de saucisses végétales. Les saucisses végétales sont produites sans boyau animal. Comme il n'y a pas d'alternative végétale au boyau animal, la chair des saucisses est insérée dans un boyau artificiel en cellulose pour donner leur forme aux saucisses et pour les faire cuire. Ce boyau est enduit de lubrifiant et lors de la cuisson, des particules minérales peuvent parvenir dans les aliments. Tout le problème est là. L'association Stiftung Warentest confronte les producteurs aux résultats de ces études avant publication. Le premier réflexe de la société Rügenwalder Mühle, pionnière du vegan et forte de sa réussite, a été d'adopter une attitude défensive. Des traces d'huile minérale dans des escalopes végétariennes ? La société Rügenwalder Mühle savait que nous avions mis en évidence des quantités importantes d'huile minérale dans ces escalopes. Ces services nous ont dit que, selon eux, ces huiles ne posaient aucun problème, ce qui n'est pas notre avis. Et ce n'est pas non plus celui de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, pour laquelle les MOSH, les hydrocarbures saturés d'huile minérale, sont un sujet de préoccupation. Ces huiles minérales peuvent s'accumuler dans l'organisme et par conséquent, elles n'ont pas leur place dans les produits alimentaires. Les producteurs devraient en limiter l'utilisation au maximum et la plupart des marques que nous avons testées y parviennent très bien. La société Rügenwalder Mühle fait valoir que la paraffine pure qu'elle utilise a été évaluée comme étant sans risque toxicologique par des études scientifiques et diverses ordonnances de l'Union européenne. Malgré cela, la marque a préventivement retiré le produit de son processus de production. Le professeur Mark Post de l'université de Maastricht travaille actuellement à une alternative non végane pour sauver le climat et éradiquer la famine. Son idée, de la viande de synthèse créée à partir de cellules souches.
Nous avons tous des cellules souches dans nos muscles squelettiques, et les vaches aussi. La seule fonction de ces cellules souches, c'est de produire du tissu musculaire. Elles sont là à attendre de pouvoir réparer une éventuelle lésion du muscle. Et elles peuvent accomplir cette tâche aussi bien à l'intérieur du corps qu'à l'extérieur. En 2014, le professeur Post présente son travail à la presse mondiale. Voici le premier steak haché créé en laboratoire. Son coût de production, 250 000 $. Pour élaborer ce steak à partir de cellules souches, il aura fallu 3 mois. C'est moins de temps qu'il n'en faut pour élever un bœuf destiné à la production de viande. En principe, la technologie de la viande in vitro fonctionne aussi avec le poulet et l'agneau. Les possibilités semblent infinies. À partir de ce petit échantillon, nous avons pu cultiver suffisamment de cellules pour obtenir ce steak haché. Faites le calcul. Le nombre de dédoublements de cellules que l'on peut obtenir à partir de ce simple échantillon permettrait de produire 10 000 kilos de viande. 10 tonnes de viande produite avec 2 cellules souches, sans qu'aucun bœuf, poulet ou agneau ne soit tué. Les viandes de demain ne seront peut-être plus issues de l'élevage, mais de la culture en bioréacteur. Une avancée technologique qui pourrait avoir d'importantes retombées environnementales. Il y a 1,5 milliard de vaches sur Terre. Avec cette nouvelle technologie, nous aurions certes encore besoin des vaches pour leur prélever des cellules souches, mais 30 ou 35 000 vaches pourraient suffire. La vision de Mark Post est-elle réaliste et permettra-t-elle de réduire de manière significative les gaz à effet de serre causés par l'élevage bovin? En théorie, la viande artificielle est une solution éthique, rationnelle et écologique. Demain, manger de la viande sera peut-être un geste éco-citoyen. Mais il faudra pour cela que le goût et le prix soient au rendez-vous. La technologie actuelle, appliquée à grande échelle, permettrait d'atteindre un prix de 50 € le kilo, ce qui est encore 30 fois plus cher que le prix actuel. Mais nous savons déjà quelles innovations techniques seraient nécessaires pour faire baisser ce prix. La consommation de produits d'origine animale, viande, lait, œufs, cause davantage de gaz à effet de serre que tous les moyens de transport réunis, voitures, bateaux, avions. Certains rêvent déjà de lait et de fromage élevés en bioréacteurs sans l'aide d'animaux. C'est une excellente idée de créer des protéines de lait à partir de bactéries, de levures ou un autre organisme capable de les produire, auquel on ajoute de l'eau, des lipides et d'autres substances. Pour moi, c'est une très bonne solution parce que le lait, comme la viande, est un produit qui pose un problème. La baie de San Francisco est l'un des hauts lieux de l'innovation mondiale. C'est le berceau de la révolution informatique et numérique du XXe siècle avec la création d'Apple, d'Intel et de Google. Le XXIe siècle voit l'émergence d'une nouvelle révolution, celle des biotechnologies. Et une fois de plus, tout commence dans un vieux garage comme pour Apple. À l'université de Berkeley, des biohackers vont tenter de produire un vrai fromage vegan à partir de la séquence du génome d'un mammifère marin. Le projet, impossible à première vue, pourrait effectivement aboutir. On a tenté l'expérience avec du lait de narval, parce que l'idée était assez cool. Mais on aurait pu choisir n'importe quel mammifère dont le génome a été séquencé. L'idée de faire quelque chose qui sort des sentiers battus a beaucoup plu aux gens. Ça doit être assez dur de traire un narval, et personne n'avait jamais fait du fromage à base de lait de narval. Nous voulions montrer que cette technologie permet non seulement de reproduire des produits qui existent déjà, comme le fromage de lait de vache, mais aussi de créer quelque chose de nouveau. La technologie génétique actuelle permet de commander en ligne à des laboratoires des segments de gènes de mammifères, et notamment les segments qui codent les protéines du lait. Ces protéines peuvent ensuite être produites massivement par des bactéries ou des cellules de levure.
Commander un plasmide qui contient le gène qui vous intéresse est assez facile. C'est ce qu'on a fait ici. Il contient le gène qui dit à la levure comment produire cette protéine. Il a d'autres caractéristiques. Une fois la protéine créée, il indique à la levure de l'expulser pour qu'il soit plus facile de la purifier dans un deuxième temps. Aucun animal n'intervient dans le processus de production. En principe, il est donc possible de produire génétiquement des protéines de lait 100% véganes avec des cellules de levure, comme nous le faisons d'ores et déjà pour l'insuline. Les biohackers du Counter Culture Lab de Berkeley introduisent le gène d'une protéine de lait humain dans une cellule de levure. L'expérience serait une première étape pour la création d'un lait maternel artificiel. Associé à de l'huile végétale, du sucre et de l'eau, ce lait de synthèse pourrait servir de base à un fromage vegan. 5, 4, 3, 2, 1. C'est bon. 4,9 pour être précis. Génial. Ok, on va sortir ça. Et je suis encore en vie. La voie vers un fromage vegan est théoriquement ouverte. La transposition pratique et technique paraît réalisable. Elle nécessite des équipements du secteur des biotechnologies et certaines connaissances de la bioinformatique, du génie logiciel et de la chimie. Mais les protéines du lait sont des éléments complexes. Si la production était simple, le fromage vegan existerait déjà. La route sera longue et semée d'embûches. Le vrai défi, c'est d'isoler les protéines de lait. Il faut les purifier après qu'elles aient été en contact avec la levure, car la levure produit d'autres types de protéines. Ensuite, on reconstruit une protéine d'une structure plus grande. On trouve des publications qui mentionnent l'isolation des protéines d'origine mammifère, mais jamais à partir de la levure. Si on arrive à nos fins, elles se comporteront de la même façon. Sinon, nous devrons travailler davantage à la formation de ces micelles. La FDA, l'Agence américaine de l'alimentation et des médicaments, n'est pas opposée au principe d'un fromage vegan. En revanche, l'utilisation de lait humain pose problème. Les obstacles majeurs sont donc d'origine culturelle. En France aussi, les obstacles culturels sont nombreux. Ouvrir une école de cuisine végane au cœur de la Normandie, l'un des centres de la production laitière et fromagère française, était un pari audacieux. C'est pourtant ce qu'a fait Debra Brown-Pivin. Pour elle, l'exceptionnelle tradition culinaire française ne doit pas se limiter à servir des ortolans à l'armagnac. La palette gustative de la gastronomie végane est loin d'avoir livré tous ses secrets. Dispose-t-on d'un éventail de tous les goûts? Non, pas pour l'instant, ni de toutes les textures. Mais notre esprit audacieux nous pousse à faire de nouvelles expériences. On cuisine des produits que personne n'a jamais songé à utiliser. On n'est pas restreint dans nos choix, bien au contraire. Le champ des possibles est immense. De ce point de vue, le véganisme représente peut-être même une promesse d'avenir pour la cuisine française.